Les mathématiques sont pour certains lycéens et certains collégiens un cauchemar, un charabia qui ne sert qu'à triturer leur méninge. Et pourtant, s'ils savaient que tout le monde peut être bon en maths, c'est l'intitulé du livre d'Amina que je reçois ce soir. Bonsoir à toi Amina et bienvenue. Bonsoir. Ravi de te recevoir pour faire cette vidéo. Alors, dans d'autres vidéos, tu disais que tout est question de méthode. On va y revenir. Mais la première question, c'est d'où est venue cette idée d'écrire un ouvrage qui s'intitule « Tout le monde peut être bon en maths ». Ça en fait rêver plus d'un, mais d'où vient l'idée? Alors du coup, l'idée est vraiment née d'une discussion. C'est-à-dire que moi, en tant que scientifique, à la base, voilà, j'étais pas prédestinée à me dire je vais écrire un livre de maths. Et puis un jour, je rencontre Alexandre Jardin, qui a préfacé en fait mon livre. Et autour de cette discussion, voilà, il me dit, je lui raconte un peu le parcours des filles alpha et tout ça. Et il me dit, tu sais, Amina, ce que tu fais, là, tu me le racontes comme étant une évidence, mais ce que tu fais n'est pas normal. Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant, voilà, il y a une problématique qui est nationale, élever le niveau des petits en maths. Il n'y a personne qui se lève le matin et de se dire, je vais me prendre en fait cette mission à bras-le-corps. Et donc, du coup, il m'a dit, ça vaut vraiment le coup, en tout cas, que tu racontes cette histoire et que tu expliques aux gens où tu en es aujourd'hui. Alors du coup, ça fait plaisir et ça donne beaucoup d'espoir à plein de parents qui voudraient voir leurs rejetons devenir des Einstein des mathématiques. Et pourtant, tu le disais dans d'autres interviews, c'est une question de méthode. Tu as créé une méthode à travers une société que tu as montée également. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors cette méthode, elle repose vraiment sur deux principes fondamentaux. La première, c'est au lieu de raisonner en fait comme les mathématiques comme étant des gros chapitres où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, c'est plutôt donc de raisonner en notions. Par exemple, si on prend un chapitre classique, tout ce qui touche par exemple au calcul littéral, souvent ça parle beaucoup. Donc dans le calcul littéral, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça fait un gros chapitre, en plus c'est un gros mot, on peut avoir peur. Non, l'idée c'est de dire dans le calcul littéral finalement, il y a trois notions à maîtriser. Dedans, il va y avoir la simple distributivité, il va y avoir la double distributivité et puis les identités remarquables. Donc déjà, ça devient plus précis. Et ensuite, de se dire, voilà, on va commencer avec la notion la plus simple qui est la simple distributivité. On part en fait d'un exemple hyper concret. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de rentrer parfois dans de la grosse théorie, c'est qu'on part d'un truc hyper concret et puis on va expliquer à partir des méthodes la notion de la simple distributivité. Ça ne doit pas durer trop longtemps parce que l'idée, c'est pas après de partir sur un long monologue où de toute façon, on va perdre les élèves. Donc voilà, on explique. Et une fois qu'on a expliqué, du coup, les élèves vont pouvoir en fait s'amuser, vont pouvoir rentrer en fait en contact avec la première notion en faisant des petits exercices, pas très compliqués pour commencer. Donc ils vont se tromper, ce qui est super important. Ils vont comprendre leurs erreurs et puis ils vont aussi mieux comprendre la notion et développer les bons automatismes. Une fois que la première notion est acquise, du coup, on peut passer à la suivante. Et forcément, la suivante va demander d'avoir maîtrisé la précédente. Donc l'idée, c'est vraiment comme ça, de construire couche par couche le bagage mathématique. Et puis qu'une fois qu'on a en fait tous ces outils, c'est de pouvoir en fait se focaliser du coup sur des exercices qui vont demander plus de réflexion. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est vraiment de parler les maths en langage courant. Ça veut dire que, voilà, en mathématiques, pour moi, il y a effectivement deux mondes. Il y a le monde du langage officiel et puis il y a le monde, on va dire, du langage oral. Le langage officiel, aujourd'hui, il n'y a que de la place que pour lui. C'est-à-dire qu'on les retrouve dans les livres, c'est les petites définitions, les théorèmes, le truc super beau, super carré. C'est d'ailleurs aussi ce langage qui est utilisé très souvent quand on est dans une forme de représentation, donc par exemple les profs et tout ça, même s'il y a de plus en plus ces efforts, on va dire, de vulgarisation. Et puis, il y a ce langage oral qui, lui, va être vraiment du « comment j'ai compris les maths ». Et quand on va dans ce langage, des fois, ça n'a rien à voir avec le langage officiel. Et l'idée, c'est vraiment de dire que ces deux langages peuvent cohabiter. Le premier, c'est vraiment pour que l'élève s'empare de la notion, qu'il la comprenne. Et puis le deuxième, du coup, va être utile pour effectivement ne pas perdre, en tout cas, dans la rigueur mathématique qui est vraiment fondamentale, en tout cas, et c'est ce qui rend les mathématiques universelles. Alors moi, je tenais à le dire aussi à travers cette interview. Je vais rappeler simplement quelques traits de ton parcours. Tu es entre autres ingénieur et diplômé de magistère de physique fondamentale. Et il faut le dire aux auditeurs qui nous regardent ce soir, qui vont regarder cette vidéo, tu as tourné le dos à une très belle carrière. Tu as peut-être aussi refusé de très beaux salaires uniquement pour te consacrer à justement la transmission d'un message, la transmission d'une valeur qui est donc les mathématiques. Ça va soulager, ça va aussi faire beaucoup, ça va faire plaisir à beaucoup de parents.
et tu vas probablement délivrer des enfants de la médiocrité. Au jour d'aujourd'hui, Ouais. tu as eu une centaine ou voire même un millier de personnes qui sont passées à travers tes cours, c'est ça? Absolument. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en suivi avec les élèves, on est à plus d'1 millier en cumulé. Ouais. On a vendu aussi des milliers de livres, hein, Oui. c'est-à-dire que ça reste un support. On a notre plateforme pédagogique aussi, Mhm. où là aujourd'hui, donc elle existe depuis quelques mois, mais on est à plus de 300 personnes aujourd'hui qui travaillent sur la plateforme. D'accord. Et ça te rend heureuse? En fait, souvent les gens pensent que je suis une passionnée de maths, Oui. mais en réalité, pas du tout. Ah bon? Je suis pas. Non, mais vraiment, j'aime les maths, hein, Oui. mais je vais pas voilà, être cette personne qui va lire toutes les revues qui sortent et tout ça. Ouais, Par d'accord. contre, je suis une passionnée de réussite. Ouais. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ce qui, moi, me motive, ce qui me fait... Voilà, c'est quand j'arrive et que je vois les yeux de mes élèves briller. C'est-à-dire, en fait, une fois qu'on a goûté à ça, en fait, ça devient difficile de s'en défaire. De s'en passer, ouais. Mais carrément, donc du Alors, coup, voilà. Fais briller nos yeux. Est-ce que tu peux nous parler de quelques réussites qui sont passées chez toi, des élèves qui ne croyaient peut-être pas en eux et qui sont devenus de bons matheux? Bien sûr, alors j'en ai plusieurs. J'ai par exemple Dania, qui avait commencé avec moi quand elle était en 4e. Elle a commencé, voilà, elle avait 7 de moyenne en maths, donc pas fameux quoi. Mais pourtant, cette fille était brillantissime. C'est-à-dire que quand on regarde en fait sa moyenne de maths, on se dit, elle comprend rien quoi. Au mieux, elle fera un bac pro, ce sera super. Mais en fait, moi, j'ai identifié très rapidement que non, que cette fille, elle avait quelque chose. D'accord. Donc du coup, on a travaillé. Les parents m'ont fait confiance, hein, c'est ça aussi qui est beau. C'est-à-dire que pendant 1 an, honnêtement, on n'a pas décollé, on n'a pas passé les 7 de moyenne. Hein. Si on se focalise uniquement sur les ça notes. aussi, il faut le savoir. C'est que ça prend du temps, vraiment. C'est-à-dire que si l'objectif, c'est juste d'avoir des bonnes notes, on peut... Mais si on veut réellement élever le niveau du petit, réussir à lui enlever en fait ces différents blocages, bah ça prend plus de temps. Et donc du coup, moi, je peux travailler qu'avec des personnes, des parents qui me font confiance aussi. Parce qu'à un moment donné, ils se disent, je paye des cours, pendant 1 an, elle a toujours 7 de moyenne. Ben non, parce que la maman et le papa avaient compris que derrière, il y avait un travail de fond qui était beaucoup plus fort. Et aujourd'hui, bon, bah, Dania, voilà, son établissement voulait absolument qu'elle aille en bac pro. On a forcé et puis bon, bah, aujourd'hui, elle est en terminale, en spécialité maths et physique-chimie et ça se passe très bien. Fabuleux. Bah oui, on en a des exemples comme ça, j'en ai plein. C'est juste que moi, ce qui va être super important à comprendre, c'est que c'est un travail d'équipe, vraiment. C'est-à-dire que la réussite, d'une manière générale, et on parle de réussite, on pourrait remplacer le mot réussite par épanouissement, enfin voilà, c'est un travail d'équipe dans lequel il y a 3 acteurs principaux. Donc au milieu, on a l'élève, c'est-à-dire que voilà, à un moment donné, si le petit ne veut pas travailler, alors on peut essayer de le motiver tout ce qu'on veut au début, mais il y a un moment donné, on ne pourra pas travailler à sa place. Mais il y a également le parent et le corps pédagogique. Et le parent, voilà, il a vraiment un rôle fondamental. C'est-à-dire qu'il faut qu'il croie en son enfant. C'est-à-dire que voilà, c'est lui qui va finalement impulser, enfin qui va donner la bonne énergie, qui fera que le petit va soit monter, soit s'écrouler en fait finalement. Le parent n'est pas là en fait comme un vigile pour s'assurer qu'il a fait ses devoirs, pour contrôler les notes. Non, le parent il est là finalement pour croire en son fils ou pour croire à sa fille. D'accord. Alors tout à l'heure tu as soulevé une question très intéressante, c'est identifier le blocage. Quels sont les blocages qu'on peut rencontrer de manière répandue? En fait, les blocages, souvent, ils sont plus de l'ordre psychologique, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça que souvent, plus on attend, je dis clairement qu'il n'est jamais trop tard, mais plus on attend, plus ça devient difficile, non pas parce que le petit il a accumulé des lacunes, mais parce qu'en fait, les blocages, ils s'installent de plus en plus. Et souvent, les blocages, vous savez, déjà de base, dans la société, quand on dit maths, maths, ça fait peur. Alors quand tu dis blocage, ça veut dire que les personnes s'auto-persuadent qu'elles sont nulles en maths? C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Et en fait, on est dans une sorte de cercle un peu vicieux, c'est-à-dire que quand on se dit qu'on n'est pas bon en maths, bah forcément, au moment où on compose, ben, on donne pas, enfin, même si on a l'impression de donner le meilleur de soi-même, il manque ce quelque chose. Et donc, du coup, comme la note arrive et que parfois, elle n'est pas fameuse, donc du coup, on rentre dans ce cercle vicieux où on se dit, bon, bah, je pense que je suis nulle en maths et mes notes le confirment. Et c'est pour ça que pour moi, c'est fondamental de prendre du recul sur les notes. Et moi, souvent, quand je vois mes élèves, je leur dis, toi, comment tu te sens? Ils me disent, non, mais mes notes. Je parle pas de tes notes. Je veux savoir, toi, comment tu te sens? Est-ce que tu as l'impression que tu comprends? Est-ce que tu as l'impression... Et du coup, ils sont un peu perturbés parce que des fois, ils vont dire, ouais, c'est vrai que je comprends, mais il y a mes notes qui parlent pour moi. Non, je veux que tu parles pour toi.
Et du coup, ces deux discours sont intéressants. Et ce qu'il faut, du coup, c'est quand eux, ils prennent conscience que l'important, numéro un, et attention, c'est super dur parce qu'on est dans une société où c'est les notes qui dictent tout. Donc, ça veut dire qu'en fait, je demande à mes élèves de faire un effort pour se dire qu'au final, ce qui va être fondamental, ça va être eux, est-ce qu'ils ont compris. Et les notes, en fait, ce ne sont juste que la conséquence d'avoir un élève qui a compris, qui est en confiance, qui se dit que c'est possible. Et c'est pour ça que c'est un travail d'équipe, parce que si derrière, le parent, en fait, ne voit que la note, et c'est ce qui est terrible aujourd'hui avec les pronotes et écoles directes, c'est qu'on voit qu'une note qui s'affiche et on ne voit pas, en fait, ce que l'élève a fourni comme effort, bah oui, on passe à côté, pour moi, de l'essentiel. Alors, dans cet ouvrage intitulé « Tout le monde peut être bon en maths », quels sont les messages que tu as cherché à véhiculer en priorité? Il y en a beaucoup, hein, des messages dedans. Mais qu'est-ce que tu as cherché à passer comme message en priorité? En priorité, c'est vraiment que tout le monde peut être bon en maths. C'est-à-dire que voilà. Et en fait, ce qui est beau dans tout le monde peut être bon en maths, c'est que vous savez, les maths, ça continue d'être la discipline qui fait le plus peur. Donc, ça veut dire que voilà. Et moi, ce qui est beau, en tout cas dans notre travail, c'est quand en fait, on arrive, nous, à montrer aux élèves qu'ils peuvent être bons en maths. Et du coup, ils se disent, j'ai réussi à dompter la matière qui est la plus difficile. Donc, au final, ils se disent que bah, tout est accessible, quoi. Et ça va bien au-delà des maths. Nous, on a des petits qu'on suit en maths. Et puis, ils ont leurs notes qui augmentent en français, en histoire. C'est juste parce qu'en fait, ils se disent que c'est possible pour les maths, donc c'est possible pour tout le reste, quoi. Et ça va bien au-delà juste de l'école. C'est possible pour un métier, c'est possible pour une ambition, c'est possible pour une vie, quoi. Donc, voilà. Le message, c'est de dire qu'au final, eh bien, je pense que peu importe la discipline, peu importe la voie, avec le travail, avec la méthode et le bon état d'esprit, je pense qu'on peut tout faire. Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que ton esprit compétitif de femme déterminée a-t-il pris l'ascendant sur le choix que tu as fait en tournant le dos à une carrière prometteuse pour devenir prof de maths à domicile ou dans un centre? Quel esprit de combativité faut-il avoir? Alors moi, pour moi c'est marrant, hein, mais la compétition, ça aurait pu être mon deuxième prénom, en toute honnêteté. Et attention, il y a deux manière de voir la compétition. On peut le voir de manière très positive et très négative. Ce qui est fondamental, et c'est assez dur en fait, c'est quand même de viser la compétition avec soi-même. C'est-à-dire que souvent, on a les élèves ou d'autres qui sont en compétition avec les autres. Donc déjà, il faut être capable d'identifier en fait les deux. Et moi, effectivement, c'est-à-dire que je me souviens de ma rentrée en maternelle. Pas beaucoup qui se souviennent de leur rentrée en maternelle. Moi, je me souviens de ma rentrée en maternelle, j'avais les copines qui étaient là en train de pleurer. Et je dis, mais ça va pas, quoi. On est quand même à l'école, on va apprendre et vous êtes là en train de pleurer. Et en fait, si vous voulez, moi, ce qui m'a intéressée, hein, c'est au final, ouais, entre guillemets, j'ai toujours essayé d'être la meilleure. Ouais. Et pas, en fait, pour que les autres me disent, t'es la meilleure. Attention, c'est agréable, hein, voilà, c'est agréable. Mais j'avais besoin, moi, en fait, de me dire à chaque fois, je suis la meilleure. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu... J'ai une phrase, j'ai une chose qui me guide un peu dans mes choix. Vous savez, je parle beaucoup, moi, avec les anciens. Et il y a cette phrase que je trouve terrible quand des fois on parle avec des anciens et qui vous disent je suis passée à côté de ma vie. On a 80 piges comme ça et on vous dit je suis passée à côté de ma vie. Franchement, c'est terrible, quoi. Alors moi, c'est vrai que du coup, j'avance beaucoup avec cette phrase et à chaque fois, que ce soit pour mon mariage, que ce soit pour avoir des enfants pendant mes études, que ce soit à un moment donné pour faire mes études, pour dire non, tant pis, effectivement, il y a ces métiers-là. Et c'est dur, hein, parce que quand on voit tous ces camarades de promo qui sont recrutés avec des gros salaires et que toi, tu es là à galérer, non, mais en même temps, je me dis, c'est ma vie. C'est moi, c'est mon choix, mais par contre, je vais faire le max pour donner le meilleur. Même si c'est soi-disant un sous-métier, je vais prouver que ce sous-métier, je peux en faire peut-être de l'or, quoi, voilà. Et des milliers d'heureux. Exactement. Et peut-être aussi de vainqueurs. Alors, il y a autre chose aussi, c'est toujours pour rester dans l'esprit de compétition et l'esprit combatif, c'est qu'à l'époque, tu habitais dans le 93 et tu allais à Orsay alors que tu attendais ta première fille, me semble-t-il. Ouais. Si ça, c'est pas de la combativité, de prendre le RER tous les matins, et tu l'as fait. Je l'ai fait tous les matins et je me souviens aussi, juste avant le partiel, on était dehors en train d'attendre que les portes s'ouvrent, donc j'étais enceinte de 3 mois et je me suis évanouie devant la porte du partiel. Et puis après, je reprends mes esprits et puis la porte s'ouvre et je compose.
Et en fait, voilà, c'est-à-dire que c'est que souvent, les gens voient aussi que le résultat. Ils se disent, ouais, purée. Et ce qui me rend dingue, moi, c'est quand les gens, en fait, me disent que j'ai de la chance. Ben Alors non, oui, il y a l'effort, peut-être un peu de chance, mais je veux dire, voilà, on ne voit pas derrière. C'est-à-dire que moi, quand je dis à mes élèves qui sont dans le 93, quand on commence ce délire là, de Parcoursup et tout ça, et que je leur dis, tu as choisi tes facs, ils me disent, ouais, franchement, je veux rester dans le coin et tout. Je fais quoi, tu vas rester dans le coin? Va au moins dans Paris. Non, franchement, Paris, c'est loin, 1 heure de transport. Et en fait, non, il y a un moment donné, en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la tête. Et c'est pour ça, le lien avec le sport, il est génial. C'est vrai, c'est qu'il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Vraiment, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir à quel niveau on veut aussi aller. Et puis, il y a un moment donné, il faut aussi se donner les moyens. Et se donner les moyens, comme je dis à mes élèves, hein, c'est pas avoir bossé genre pendant une semaine à fond, non. C'est qu'en fait, il faut avoir bossé tout le temps et pendant longtemps, quoi, des fois. Il faut être constant. Alors, dans une interview, tu as également parlé de l'autocensure des femmes. Alors que toi, tu es vraiment l'archétype du contraire. Tu es une femme battante et tu l'as prouvé. Et aujourd'hui, tu es satisfait, tu vis un petit peu ton bonheur. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui s'autocensurent et qui pourraient avoir des capacités sportives, intellectuelles, professionnelles, etc. Ben, c'est de leur dire qu'en fait, il faut qu'elles y aillent, quoi. C'est tout. C'est-à-dire vraiment, il faut qu'elles y aillent. Et à un moment donné, c'est terrible. Ça continue en fait d'être ce poids de la société. C'est-à-dire que voilà, pendant longtemps, on disait que les femmes avaient des capacités moindres, par exemple en maths, que les hommes. Aujourd'hui, ça va mieux. Maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que les femmes vont naturellement vers les humanités, donc la santé et tout ça, parce que naturellement, une femme est plus attirée par ça. Et en fait, moi, je pense que c'est assez dangereux. C'est-à-dire que si maintenant, l'idée, c'est de dire que les femmes ne vont pas vers les sciences parce que biologiquement, elles n'aiment pas ça, moi, je trouve que c'est terrible. Bah oui. Bah oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, non, ça continue d'être le poids de la société. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a juste 28% de femmes dans les filières scientifiques, quand je dis filières scientifiques, c'est plutôt maths, physique, les sciences dures, il y a un moment donné, on ne les trouve pas aussi, ces femmes, dans notre environnement. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand je dis à mes élèves, vas-y, donne-moi un exemple de femmes scientifiques. C'est super dur. Moi, elles me sortent encore Marie Curie. Alors, elle est géniale, extraordinaire, mais il y a un moment donné, quand on est un peu quand on cherche des modèles, quand on cherche des gens à qui on veut ressembler plus tard, non, Marie Curie, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'était en 1900 Becquerel. C'est ça. On va terminer cette interview sur cette petite note de rire. Merci d'avoir accepté mon interview. Et je rappelle le titre de ton ouvrage aux éditions Marabout. Tout le monde peut être bon en maths. Je te souhaite plein de succès et beaucoup de succès aussi à tes élèves, Défi Alpha à Aulnay-sous-Bois. Merci, Fawzi.